Bonjour à tous, chers auditeurs. Nous sommes dans la première édition du Choc politique version balado. Moi, je suis Dylan Jeté, votre hôte du jour, et je suis accompagné de Christophe Prévost, le principal contributeur de cette page. Comment ça va, Christophe? Ben ça va bien tout le monde, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. J'espère que tu vas bien Dylan. J'aimerais savoir, c'est quoi le sujet que tu veux nous parler aujourd'hui pour cette première édition du balado du choc politique? Alors, pour notre première audition, je voulais qu'on aborde le sujet de l'élection allemande qui va se Mhm. produire très probablement au mois de février 2025. Oui, oui, c'est un sujet qui peut-être a passé un peu sous les radars suite aux élections américaines qui ont monopolisé la scène des nouvelles politiques internationales. Oui, l'élection allemande, peut-être, je peux mettre un peu de contexte, puis après je vais te laisser t'exprimer sur le sujet. Dans le fond, en Allemagne, c'est un système proportionnel mixte qu'on va expliquer plus loin dans le balado. Mais ce qui est surtout important de noter, c'est que la principale coalition qui formait le gouvernement dans le Parlement de 733 députés a éclaté dans les dernières semaines. Ça veut dire qu'il n'y a plus un parti, une de coalition qui a assez de députés pour survivre à un vote de confiance dans la Chambre. Toi, Dylan, qu'est-ce que tu en penses de cette situation-là? J'en pense que c'est assez particulier. Donc, il faut le dire, le jour même de l'élection américaine, le chancelier Olaf Scholz a renvoyé son ministre des Finances, ce qui a provoqué une crise politique sans précédent en Allemagne. Puis, il faut se dire que les élections sont imminentes, puis l'issue en est pas décidée encore aujourd'hui. On voit que la coalition actuelle était très impopulaire auprès des Allemands en raison d'une hausse du coût de la vie. Et il faut se dire que ça aura des impacts évidemment sur la composition du prochain Parlement. Oui, puis comme on l'a vu un peu partout dans le monde, il y a une montée de l'extrême droite, mais aussi la montée d'un sentiment populaire anti-gouvernement au pouvoir. Alors c'est sûr que le chancelier, je ne crois pas qu'il souhaite aller en élection. Il a déjà manifesté son intention de peut-être repousser ce vote-là après le Noël, après le jour de l'an en 2025. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que peut-être pour nos auditeurs et peut-être qui ne sont pas au courant de ce qui se passe en Allemagne, tu pourrais nous expliquer comment ça marche le système électoral allemand? Peut-être nous donner un peu le contexte du système dans ce Parlement c'est tellement fascinant. C'est mon système électoral préféré. Mais alors, Dylan, je t'invite à nous expliquer à nos auditeurs et à moi, c'est quoi ce système-là? Ah bon, en effet, pour comment débuter? C'est un système assez particulier, là. Donc, comme la plupart des pays d'Europe, là, on est un peu étranger à ça en Amérique du Nord. Donc, c'est un système électoral mixte. Il faut se dire qu'une partie des sièges du Bundestag, donc le Parlement allemand, est élu au système majoritaire, un peu comme nous au Canada. Donc, c'est des députés dans une circonscription qui sont votés de façon euh, selon une majorité absolue d'électeurs dans leur comté. Mais une bonne partie des parlementaires qui sont élus selon une liste électorale. Donc, autrement dit, ils sont élus par, comment dire, la proportion de votes que remporte leur parti politique. Ça fait une certaine particularité, puis ça fait qu'il y a quand même des jeux intenses dans la composition du Parlement avec un tel système. Ça fait surtout que les gouvernements majoritaires sont rarement élus et que donc les partis doivent collaborer d'une certaine façon pour former un gouvernement cohérent et capable de gouverner. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les Allemands ont deux votes pour leur parlement, dans le fond. Ils ont leur premier vote, comme tu l'as dit, c'est un mode avec le mode de scrutin uninominal à un tour. Dans le fond, c'est vraiment comme nous, avec les circonscriptions. Je crois que le nombre tourne autour de 400 ou 399. Dans le fond, c'est un vote. Comme nous, dans le fond, le candidat qui remporte le plus de voix dans la circonscription, eh bien, remporte le siège au Parlement. Mais après, là, les Allemands ont un deuxième vote. Ils votent pour un parti, ils votent en faveur d'une liste, comme tu as dit, une liste de candidats. Puis là, après, il faut que le nombre de députés de chaque parti soit proportionnel au vote populaire obtenu des différents partis. Ce qui veut dire qu'on rajoute des députés à chaque fois, ce qui nous fait créer un Parlement qui est en croissance sans cesse. Moi, j'imagine pas le tollé, la réaction négative que recevrait un tel système politique au Canada. Moi, ce que je me demande, c'est peut-être quel impact que ce système a sur les électeurs allemands. Comme, est-ce qu'ils votent de façon différente? C'est quoi la différence entre nous? Parce qu'on comprend que le système est différent, mais est-ce que ça a un impact sur les façons de voter? Certainement, donc la différence entre des systèmes électoraux a une façon d'influencer la façon dont les gens vont choisir le parti pour lequel ils vont voter. Dans un système majoritaire comme au Canada, euh, ça f- le système en sorte fait qu'il y a peu de place pour une multiplicité de partis politiques.
parce qu'ils ne remportent pas nécessairement leur siège selon leur vote populaire. Ils le remportent parce qu'ils remportent une majorité dans leur circonscription, alors qu'en Allemagne, mais ça fait que dans le système majoritaire canadien, les gens vont voter pour, mettons, le parti qui risque plus de barrer celui qui ne veulent pas qu'il rentre. Donc, ça, on parle dans le cas-ci d'un vote stratégique. Alors, dans un système mixte ou encore proportionnel, qui est le cas plus extrême, mais on n'abordera pas nécessairement le système proportionnel aujourd'hui, c'est que les gens, vu qu'ils savent qu'une représentation dans le vote populaire des partis politiques fait en sorte qu'ils vont avoir des certains sièges, ils vont moins voter stratégiquement. Ils vont voter pour le parti, pour leur parti, parce que en accumulant tous ces votes un peu partout dans le pays, ça va leur donner des députés. Alors, on voit qu'il y a une moins grande préséance du vote stratégique. Certes, dans le cas allemand actuel, on va voir des appels au vote stratégique parce que les coalitions sont fragiles, puis ils dépendent souvent de petits partis, mais ça risque quand même à moins pousser les électeurs à le faire. Moi, ce que je trouve bien d'un système mix, c'est que souvent notre système, ce qui est critiqué, c'est que les individus qui votent pour un perdant dans une circonscription, mais ils n'ont pas de représentation au Parlement. Avec un système mix, eh bien, on vient aussi répondre aux inquiétudes des personnes qui viendraient peut-être pas des grandes villes comme Montréal et Québec, qui viennent de régions comme les îles de la Madeleine ou dans les régions, dans d'autres régions du Québec, qui voudraient avoir des sièges aussi, qui ont des intérêts propres à leur région et qui veulent s'assurer d'être représentés à l'Assemblée nationale. Mais bien, ça vient répondre un peu à ces deux problèmes, à ces deux enjeux-là. Évidemment, il y a d'autres enjeux. Il y a un enjeu financier, hein, d'augmenter le nombre de députés dans chaque législature. Eh bien, ça implique qu'on doit payer plus de représentants du peuple, mais ça a ses avantages. Moi, ce que je surveille, puis j'aimerais ça t'entendre sur ton avis sur ça, c'est l'AFD, qui est le parti d'extrême droite de l'Allemagne. En le fond, dans la dernière année, on en a parlé un peu sur la page, sur notre page, sur le choc politique. L'AFD a remporté plusieurs élections régionales dans une certaine région de l'Allemagne. Et là, on pourrait être le deuxième parti lors de cette élection, on pourrait être celui qui remporte le deuxième plus grand nombre de voix. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Allemagne? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe? Tu sais, c'est quand même la première puissance de l'Union européenne. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même particulier, puis c'est quand même à la fois prévisible parce qu'on voit cette montée de l'extrême droite un peu partout en Occident, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis. L'Allemagne n'y échappe pas. Puis ouais, elle est projetée un peu comme le deuxième parti dans le vote populaire actuel, ce qui fait qu'elle aura une plus grande influence. Mais on voit aussi une coalition de toutes les autres partis qui sont un peu moins des extrêmes, qui ont juré de ne jamais faire de gouvernement de coalition avec celle-ci. Donc que ce soit le parti, le CDU, le parti chrétien Mhm. allemand, qui est plus à droite et qui aurait pourtant des points en commun avec l'AfD, ne jure de ne pas vouloir même faire de coalition avec ceux-ci, ce qui est quand même ce qui donne un certain frein à la poussée de l'AfD qui doit essayer de rallier le vote populaire à elle seule parce qu'elle est contre tous les autres mouvements politiques. C'est sûr que c'est vrai, comme tu le dis, que la CDU, qui est le parti qui va probablement remporter le plus grand nombre de députés dans le prochain Parlement, si les sondages Se se concrétise. concrétisent le jour du vote. Mais moi, j'ai quand même un doute de voir. Je sais ils prétendent qu'ils vont pas faire alliance avec la AfD, mais qui sait si le lendemain de l'élection ou après plusieurs semaines de négociations intenses avec d'autres partis, il n'y a aucun gouvernement qui est créé ou de coalition, peut-être que la AfD va devenir une option alléchante. Ça va quand même obtenir peut-être 15% des Allemands. C'est pas rien comme représentation. Et je comprends l'inquiétude des autres partis et de la majorité des populations. Mais ça me surprendrait pas que la CDU peut-être se pince le nez et décide quand même de faire une coalition avec la AfD. Oui, c'est quand même pas un scénario impossible à prévoir. Là, ce qu'on voit dans les médias actuels, c'est plus une alliance entre le parti actuel au pouvoir, là, les socialistes démocrates, avec le CDU, mais ils ont quand même pas tant de points en commun. Puis ça dépendra aussi de comment va survivre le FDP qui est dans la coalition actuelle et d'où vient le premier ministre qui a été le ministre des Finances qui a été congédié par le chancelier. Donc, il faudra voir ce sera quoi les options de coalition avec les CDP. Ils voudront pas nécessairement faire une coalition avec les Verts qui ont largement critiqué en raison de leur politique, qui sont coûteuses fiscalement pour l'environnement en ce moment-là. Ouais.
Non, on va devoir attendre évidemment les élections qui vont être déclenchées soit cet automne ou à l'hiver prochain. Moi, j'aimerais ça t'amener sur un autre sujet. On a beaucoup parlé des élections américaines, mais on n'a peut-être pas autant parlé du fait que le Sénat républicain, que le Sénat évidemment va être républicain lors des prochaines élections. Moi, je veux parler peut-être de la Chambre des représentants et du Sénat. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des résultats, puis qu'est-ce que tu penses qui est arrivé le jour du vote par rapport à ces deux institutions américaines? Ben, on voit que les Américains ont décidé de donner carte blanche à Donald Trump, puis ils ont mis en place ses bons alliés dans les deux autres chambres du système politique américain. Donc, qu'est-ce que j'en pense? C'est que ça résume pas mal le ras-le-bol envers le Parti démocrate actuel. Là, les républicains ont remporté le vote populaire, donc leur victoire est sans équivoque sur tous les plans aux États-Unis. Il reste à voir s'ils n'auront pas de querelle interne, comme Matt Gaetz, sa nomination au Oui. ministère de la Justice, au département de la Justice, peut, pourrait causer des querelles internes au sein du Parti républicain. Et on verra où ce qui s'amène, c'est sûr. Déjà, l'histoire autour de la publication du rapport Mhm. de la Chambre des représentants du Congrès par rapport à lui, selon les accusations de trafic humain et de relations sexuelles plus ou moins Ouais, douteuses, d'inconduite sexuelle avec. d'inconduite sexuelle avec une mineure. Euh, Ça crée des remous déjà. On voit que le président de la Chambre refuse la publication de celui-ci, Mike Johnson, déjà qu'il est un allié proche de Gates et de Donald Trump. Donc c'est sûr que ça va créer encore de la polarisation au sein de la société américaine. Oui, puis moi j'ai l'impression que Matt Gaetz, même si c'est un allié à Trump, moi je pense que c'est peut-être un sacrifice par Trump pour essayer de faire que d'autres nominations comme Tulsi Gabbard, Robert F. Kennedy Jr. Passent plus facilement au Sénat en sacrifiant peut-être un candidat qui est, oui, un allié extrême, mais c'est probablement un criminel selon le rapport qui était très compromettant. Parce que dans le fond, le rapport n'est pas sorti, c'est ça comme tu l'as dit parce qu'il a démissionné de son poste de représentant, ce qu'il n'était pas obligé de faire. Sa justification était qu'ils veulent remplir le siège plus rapidement avec une nouvelle élection en Floride, mais on s'entend que c'est pas vraiment ça la raison, là. Ouais. Mais moi, ce que je veux t'amener aussi sur un sujet, c'est ce qu'on a vu cette année, c'est un pourcentage record de votes de candidats, d'États où Trump a remporté la victoire à l'élection présidentielle, mais que les démocrates ont remporté le siège de sénateur. Ouais. Alors, c'est beaucoup de personnes. Il y en a qui ont crié aux théories du complot. Moi, je ne crois pas à ça, évidemment. Moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que tu en penses du phénomène des électeurs, de voir quelque chose comme ça qui arrive? Comme, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça traduit un changement moderne dans la politique américaine où on va voter pour un candidat à la présidentielle et après on va voter pour un autre parti? Ou ça s'explique par des électeurs qui ont juste décidé de ne pas voter dans ce qu'on appelle les down ballot races? Qu'est-ce que tu en penses, Dylan? Ça peut être une question dynamique à l'échelle locale. On voit que certains États ont fait des référendums sur des sujets puis ont voté complètement hors de la ligne de partis des républicains, comme l'Ohio, qui a mis dans sa constitution le droit à l'avortement. C'est pourtant un État qui ça fait 3 fois qu'il vote pour Donald Trump, puis qui s'est vanté pendant un certain temps d'avoir nominé une Cour suprême américaine qui a restreint ce droit à l'échelle fédérale. Mhm. Donc, ça dépend de la dynamique locale. Certains sénateurs, comment ils se présentent. C'est sûr aussi que les sénateurs sont un peu différents du candidat présidentiel. Ils ont aussi leurs enjeux locaux. Donc, ça dépend comment ils font ça. On trouve des États qui ont voté républicain à l'échelle nationale, mais qu'au niveau du gouverneur ont voté, par exemple, démocrate. En Caroline du Nord, les démocrates l'ont remporté pour le gouverneur, mais ils ont perdu à l'élection présidentielle. Donc, c'est sûr que il y a des enjeux au niveau de l'échelle locale, puis il y a aussi un certain ras-le-bol au niveau peut-être de la classe politique actuelle américaine. Donc, on veut des candidats qui vont faire le changement, que ce soit à gauche ou à droite. Puis on peut faire le parallèle au Canada, si je peux diverger un peu. On voit que les deux partis qui sont en vogue chez les jeunes, qui sont des électeurs qui veulent souvent de changement, ben, ce sont au fédéral, on parle du NPD et des conservateurs qui mènent dans cette tranche d'âge-là, Mhm. les Ouais. 18-34 ans. Donc on veut du changement, les électeurs veulent du changement, qu'il soit de gauche ou de droite, parce qu'on dit que le système actuel, il est cassé. Ouais, oui, c'est vraiment c'est quand même je serais pas prêt à dire que c'est peut-être moi je pense que ce qui est arrivé, ce qu'on a vu, c'est que les républicains ont un effet Trump. Donald Trump, c'est qu'on l'aime ou qu'on l'haïsse, c'est quelqu'un qui est capable de faire sortir des électeurs, c'est quelqu'un qui est capable de rejoindre l'électorat américain.
de façon polarisée, évidemment. Il y en a qui vont encourager les mondes à voter pour lui, mais il va aussi encourager les personnes à aller voter contre lui. Mais ce qu'on voit, c'est que les républicains, après Trump, ont personne. Ils n'ont pas de candidat étoile, ils n'ont pas de futur président. Ça va être probablement son vice-président qui va être en 2028. Mais c'est vraiment c'est impressionnant parce que si les sénateurs républicains avaient, si les candidats républicains au Sénat avaient gagné les mêmes États que Que le Trump. président, on aurait une majorité de 57 sièges au Sénat. C'est une majorité presque la super majorité de 60, de 60 sénateurs qui est arrivée avec Obama il y a longtemps, pendant quelques mois seulement. Mais c'est fascinant de voir ça, puis on en a peu parlé dans les médias, on parle beaucoup de Trump. Ça va être quelque chose à surveiller lors des élections de Oui. mi-mandat en 2026. En effet, l'agenda médiatique oublie parfois aussi que le président américain est moins puissant qu'on le pense et il a beaucoup besoin du Congrès pour réaliser ses promesses électorales. Hmm. Donc, ça passe sous le radar, mais ça reste un enjeu important parce que les sénateurs, la Chambre haute, ont déjà une grosse influence sur l'avenir des politiques américaines. Déjà, le président a besoin du Congrès pour approuver plusieurs projets, puis il a besoin d'eux. Puis le fait qu'il n'a pas réussi à avoir une super majorité, ça démontre comment je pourrais dire? Que c'est pas C'est, il a clamé un mandat clair lors des élections. C'est peut-être ça que tu veux dire. ouais, il a demandé un mandat clair. Il a son mandat, mais en même temps, les gens ne sont pas prêts à tout prix à avoir une domination totale de Donald Trump, peut-être. C'est pas une adhésion totale au Trumpisme. C'est ça. On peut peut-être qualifier ça comme ça, là. C'est ça. C'est pas un. Beaucoup de gens ont voté pour Donald Trump en votant contre Kamala Harris parce qu'ils n'aimaient pas les politiques qu'elle allait en mettre, parce que selon eux, perception politique, on ne sait pas comment, c'est peut-être une identité partisane, les gens sont plus près de la droite. Ils vont se dire que sur certains enjeux, les démocrates ne sont pas pardonnables, même si peut-être qu'en réalité, ils ont fait meilleure figure. On parle souvent du bilan économique de Joe Mhm. Biden, l'inflation. Tous les chiffres montrent que l'économie américaine ne pouvait pas être en meilleure santé maintenant à l'élection de 2024, mais pourtant, les Américains ont toujours cette perception de l'inflation et que l'époque de l'administration Trump était mieux, les prix étaient bas. Ouais, puis j'ai l'impression aussi que les électeurs américains pardonnent plus aux républicains leurs erreurs économiques dans leur politique économique que les démocrates. Mais si on regarde les chiffres, les démocrates ont eu les meilleures économies des dernières décennies. C'est tout le temps, c'est Barack Obama, c'est Bill Clinton. On peut parler que Trump et les années Trump, c'était incroyable, blablabla, mais ça l'a fini avec la COVID. Fait que c'est peut-être que, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais on dirait que les électeurs américains, ils pardonnent plus facilement aux républicains leurs erreurs qu'aux démocrates. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, hein. Ça se peut, oui, on pardonne plus aux républicains, peut-être parce qu'ils sont moins, ils ont moins peut-être cette réputation d'être un parti vantard ou comment dire, je sais pas, qui est Élitiste, peut-être? moralisateur, élitiste. Donc, ça fait que sur le plan social, les républicains ont cet avantage-là de ne pas être élitistes. Ils donnent la perception d'être plus près d'une classe moyenne, même si on ne sait pas tant si leurs politiques le sont à ce point-là, puis si le même point vaut pour les démocrates. Mais ça fait que les gens ont peut-être plus tendance à les pardonner sur cet aspect-là, justement, le, le- l'aspect économique, parce qu'ils ne cherchent pas non plus tout le temps à vanter leurs exploits. Comme Joe Biden qui vantait la création, ses publications vantaient la création d'emplois, il vantait ci. Donald Trump, certes, il l'a aussi fait, mais quand il disait pas non plus qu'il n'avait pas réussi à ramener beaucoup d'emplois aux États-Unis pendant son premier mandat, que ce soit dans la Rust Belt, entre autres. Mais moi, ce que j'avais vu aussi, je sais pas si tu l'as vu, on fait un sondage sur quelle élection marchait quelle élection, quelle annonce a mieux fonctionné avec l'électorat américain, puis c'était l'annonce de Trump qui parle des opérations de changement des opérations de changement de sexe pour les OK. prisonniers, où il dit Kamala Harris is for they them, Trump is for you. Ça, c'est une annonce que, à première vue, ça paraît un peu niaiseux avec un slogan. On peut penser que c'est un peu Simpliste. simpliste, mais cette annonce-là a vraiment fonctionné avec l'électorat américain. Moi, je trouve ça fascinant. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça démontre de l'électorat américain. Ça démontre que l'électorat américain a dû se sentir délaissé par le démocrate. Les démocrates ont donné cette impression pendant leur mandat
qu'il s'occupe des problèmes des minorités et non de ceux de la majorité. Puis ça a dû faire, ça crée ce phénomène de ras-le-bol envers le parti. Et donc, un peu la carte blanche qu'on a donnée à Donald Trump, là, il donnait un Sénat, une Chambre des représentants et la présidence. Donc, la, je sais pas comment le dire, La trifecta. la Ouais. trifecta. Je sais pas si c'est le mot en français, mais c'est le mot en anglais. Ils Ouais. disent la trifecta en anglais. Mais non, c'est fascinant de voir ça. Écoutez, ça a été une excellente discussion, Dylan. Dans le fond, pour ceux qui ont écouté, je vous remercie pour votre écoute. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. C'était un test, c'était un balado qu'on veut. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça. Je sais pas si je vais laisser le mot de la fin à mon collègue Dylan. C'est une belle expérimentation qu'on fait, puis on n'hésite pas à prendre vos commentaires pour savoir comment on peut améliorer le balado, si le format vous convient, puis si ça permet de vulgariser certains enjeux politiques dans l'actualité. Donc, on espère que vous appréciez ça et qu'on vous en reviendra avec d'autres épisodes. Merci beaucoup.